Et donc, pour débuter cette deuxième partie de la matinée, j'aimerais réinviter Mme Sylvie Pinsonneau, vice-présidente chez Investissement Québec, pour vous adresser quelques mots. Mme Pinsonneau. Alors, rebonjour, ça fait pas longtemps qu'on s'est vus. Je vous aime tellement que je me devais de revenir sur scène. Non, mais c'est parce qu'on avait une belle innovation à vous présenter. En fait, ce qu'on dit souvent lors de la tournée, on rencontre les entrepreneurs, on leur dit l'importance de l'innovation. C'est important de prendre le virage, c'est important d'implanter des projets d'innovation. Et on s'est dit, nous aussi, on doit innover. On doit innover pour le bien des entrepreneurs. Alors, c'est ce qu'on a fait chez Investissement Québec avec le développement de notre carte interactive qui présente les innovations de nos manufacturiers innovants au Québec. Alors, la carte, on s'est inspiré de ce qui se passait avec la carte interactive en Allemagne. On l'a adaptée pour nous au Québec. Et puis, la beauté de la chose, c'est que ça va éviter à plusieurs entreprises de faire des erreurs. Ça va permettre aux entreprises d'échanger davantage, de collaborer et surtout, ça va accélérer la transition des entreprises vers le 4.0. Alors, comme une image vaut 1000 mots, permettez-moi sans plus tarder de vous la présenter à l'aide d'un petit vidéo. Voilà. Rapide, dynamique, multiplateforme. Un outil technologique au cœur de l'initiative manufacturière. La toute nouvelle carte des manufacturiers innovants. Développée par Investissement Québec et ses partenaires, la carte des manufacturiers innovants est un outil virtuel permettant aux entreprises et professionnels un accès direct à l'écosystème de l'innovation manufacturière. Propulsé par un moteur de recherche intuitif, découvrez par mots-clés, par type de société, par région ou par secteur d'activité, des fiches descriptives détaillées, un nombre croissant de projets 4.0 réalisés, le regroupement des principales ressources innovantes en accompagnement manufacturier, vitrine de mise en valeur en perpétuelle évolution, la carte des manufacturiers innovants. Inspirer, connecter, propulser nos manufacturiers innovants. Alors voilà, moi je termine en vous disant, et tous ensemble, je souhaite vivement qu'on propulse nos manufacturiers innovants. Voilà. Merci beaucoup, Mme Pinsonneau. Nous allons débuter le bloc 2 de la présentation, donc les technologies et les stratégies qui propulsent nos manufacturiers innovants. J'aimerais en profiter pour remercier Zora, en fait, de me remplacer comme ça à pied levé. Vous faites ça effectivement comme une championne. Puis c'est vrai, en fait, que l'automatisation, la robotisation augmente la productivité. Moi-même, ça me permet d'être beaucoup plus attentif aux présentations d'aujourd'hui. Donc, merci Zora de m'aider à être plus productif ce matin. On commence le bloc 2 avec ce qu'on appelle des Pecha-Kucha. Donc, c'est une façon ludique de vous présenter des innovations. Les conférenciers ont 7 minutes top chrono pour venir vous parler de différentes innovations, de différents aspects du manufacturier innovant qu'on veut partager avec vous ce matin. Donc, sans plus tarder, j'inviterai M. Christian Coupal de chez Schroeder Industriel Incorporé. Bonjour, mon nom est Christian Coupal, je suis le président directeur général de la compagnie Schroeder Industriel et j'en suis aussi son propriétaire. Notre compagnie a été fondée en 1999, nous sommes dans la région de Sherbrooke. Nous sommes un atelier d'usinage qui offre de la fabrication en sous-traitance pour nos clients. Nous avons présentement 28 employés et 3 robots. Nos valeurs corporatives sont la flexibilité, l'innovation, les compétences et la fierté. Ce qui nous a poussé à faire des investissements dans l'industrie 4.0 et l'automatisation de nos procédés, c'est bien sûr la rareté. La rareté de la main-d'œuvre, on en a entendu beaucoup parler ce matin, mais également la rareté de temps et la rareté d'argent. Pour nos programmes d'investissement en industrie 4.0, nous avons dû faire face à certains paradigmes, entre autres que l'automatisation est réservée au gros volume, que la qualité est incertaine lorsqu'elle n'est pas monitorée à 100% du temps par des humains,
et que nous sommes à la recherche de vitesse pure quand nous faisons de l'automatisation. Les défis que nous avons dû relever, c'est d'adapter la robotisation aux faibles et moyens volumes qui sont notre core business. Il a fallu stabiliser les procédés et également assurer la qualité de nos processus. Également, il fallait s'assurer que la nouvelle cellule de production puisse répondre aux besoins futurs de nos clients et par le fait même nos besoins futurs. Les solutions que nous avons mises en place pour ce faire, c'est d'adapter une philosophie qui s'approche plus du tracteur agricole que de la Formule 1. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas en recherche de vitesse absolue, on recherche plutôt un procédé stable et qui va durer dans le temps. Donc, un tracteur agricole va vous mener beaucoup plus loin qu'une Formule 1. La Formule 1 va y aller plus vite, mais le tracteur va rouler plus longtemps. Une autre chose que nous avons faite, c'est de mettre les robots au travail, ce qui nous a permis de simplifier grandement notre cellule automatisée. Une des choses très importantes, on en a beaucoup entendu parler ce matin, c'est le travail d'équipe. Nous nous sommes assurés que nos employés étaient pour s'approprier les processus et les nouveaux projets qu'on avait au niveau de l'automatisation. Je peux même vous dire une anecdote. La machine qui a été choisie au final n'est pas la machine qui aurait été mon choix, mais j'ai préféré laisser mon équipe faire le choix et de s'approprier ainsi le projet. Les bénéfices que nous avons retirés... Oh, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Je vous présente ici le graphique qui représente le cycle de vie normale d'une entreprise. Donc, on fait un investissement, on monte tranquillement, on atteint un plateau, on fait un nouvel investissement, on atteint un nouveau plateau, et ainsi de suite. Si vous décidez d'aller vers l'industrie 4.0, votre courbe va ressembler plus à celle que je viens de mettre à l'écran. Au départ, ça peut sembler contre-productif, mais vous allez perdre en productivité quand vous allez investir au début dans l'industrie 4.0. Ça va demander énormément de ressources et énormément de temps pour faire fonctionner la nouvelle cellule que vous allez mettre en place. Par contre, vous allez atteindre un point d'inflexion où est-ce que l'augmentation va être exponentielle et les marches que vous allez monter vont être de plus en plus grandes, si bien que dans le temps, vous allez avancer beaucoup plus vite qu'une entreprise traditionnelle. Les bénéfices que nous avons retirés de ces programmes d'investissement sont, entre autres, une tâche enrichie pour les employés. Qui dit tâche enrichie dit également employés plus heureux. Employés plus heureux, on a une rétention d'employés. Également, nous avons eu une augmentation significative du nombre d'heures disponibles pour la fabrication de pièces pour nos clients. Une autre chose qui a été bénéfique, c'est que maintenant, les bons coups que nous réussissons à mettre en place dans notre cellule automatisée sont répliqués ailleurs dans nos autres processus. Et la dernière chose, et probablement la plus importante, c'est que nos employés ont vraiment pris en charge ces programmes-là et les mènent maintenant avec tout le cœur qu'ils sont capables d'y mettre. Une mise en garde que je vous ferai, c'est de vous méfier des charlatans. Quand vous allez travailler avec cette industrie-là, je m'excuse, ça prend un certain temps avec l'acétate change, on va vous présenter énormément de produits super intéressants. Il y a beaucoup de consultants qui vont vous proposer des choses qui ont l'air extraordinaires. Par contre, il arrive assez souvent qu'ils ont peu de connaissances dans votre industrie. Rappelez-vous toujours que vous êtes les spécialistes absolus de vos produits. Si vous ne comprenez pas ce qu'on vous propose, c'est probablement que la personne qui est devant vous ne comprend pas vos processus. Vous êtes les spécialistes, vous devez prendre des décisions, vous devez vous assurer que les technologies correspondent à vos besoins. Une petite phrase comme ça qui m'a frappé quand je l'ai entendue, c'est une petite pensée. L'ennui dans ce monde, c'est que les gens intelligents sont remplis de doutes, mais les imbéciles sont sûrs d'eux. Merci. On a eu des belles surprises au travers de ces processus-là. Nous avons des employés qui sont beaucoup plus motivés qu'avant. Il y a des talents cachés qui se sont révélés. Et même pour ceux qui ont des problèmes avec notre génération de milléniaux et d'Y qui nous suit, j'ai acheté une fonction qui permet de vérifier en tout temps sur nos téléphones cellulaires comment la cellule fonctionne. Et évidemment, ils sont toujours sur leur cellulaire. Ils vérifient même l'état de la cellule. Puis c'est arrivé que j'ai un employé qui, un samedi soir, s'est rendu compte que notre machine ne fonctionnait pas. Il est parti de chez lui avec sa blonde, il est allé souper proche de l'usine. Il est allé à l'usine, il a reparti la machine, mais il a pris le temps de montrer à sa blonde le fonctionnement de l'usine. Il était extrêmement fier. Avant de faire un investissement de cet ordre, je vous invite à analyser votre modèle d'affaires. L'investissement dans l'industrie 4.0, c'est quelque chose qui est demandant et qui va demander énormément de ressources à l'interne dans votre entreprise. Donc, si vous êtes en création de produits, il est possible que les gens qui travaillent au niveau de la création de produits soient tirés vers la cellule et de la mise en place de celle-ci. Donc, si le core business de votre entreprise n'est pas de faire de la fabrication,
peut-être que vous devriez regarder autre chose qu'une industrie 4.0. Par contre, si vous faites de la fabrication et que ça fait partie de votre core business, foncez tête baissée, vous n'avez pas de temps à perdre, c'est extrêmement urgent que vous fassiez ces investissements-là. L'automatisation, c'est un peu une partie de poker. Il y a beaucoup de stratégies qui est impliquée, mais surtout, à tout moment, vous devez être prêt à être all-in, parce que ça demande beaucoup de ressources, puis assurez-vous d'être capable de mettre les ressources, parce que c'est ce qui va faire le succès de votre entreprise et le succès de l'implantation de ces technologies-là. En conclusion, les bénéfices pour mon entreprise ont été une augmentation des ventes de 60 % depuis 2014. Sur la même période, le pourcentage de main-d'œuvre dans nos prix vendants est passé de 37 % à 27 %. Maintenant, nous avons la tête tournée vers l'avenir et nous faisons des investissements dans des nouvelles technologies. Entre autres, nous regardons présentement l'intelligence artificielle. Et pour rassurer M. Côté qui m'avait posé la question à Bromont, nous avons maintenant acheté notre première imprimante 3D. Je vous quitterai en vous disant que nous avons innové, nous avons adapté nos processus et maintenant nous sommes prêts à vous aider. Si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à faire appel à nous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Coupal. J'invite maintenant Monsieur Denis Bergeron à monter sur scène. Merci Nora. Oups, le même phénomène. Ça me fait plaisir d'être avec vous aussi aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Je vous présente l'entreprise. Moi, je travaille pour Artopex. C'est une entreprise qui développe et qui produit du mobilier de bureau au Québec depuis 38 ans déjà. L'entreprise compte 740 employés qui sont répartis sur 5 sites de fabrication. Notre chiffre d'affaires, 110 millions. Là-dessus, il y a 40 % en exportation aux États-Unis. On offre la gamme complète des produits, les murs de verre architecturaux qui sont populaires, les systèmes de panneaux acoustiques, les surfaces de travail, évidemment, et les fauteuils lounge qui sont bien populaires ces jours-ci. Au fil des ans, on a été capable d'innover dans nos produits puis aussi dans nos services pour satisfaire nos clients. Parmi eux, Hydro-Québec, Ubisoft, Gameloft, Industriel Alliance, les Caisses Desjardins, General Motors, Kia, Métro, j'en passe. Alors, c'est certain que si jamais vous avez des projets d'aménagement de bureaux dans vos entreprises ou vos institutions, on est capable de bien vous servir. Artopex travaille ou œuvre dans un secteur qui est très compétitif. Il y a 5 manufacturiers américains qui sont très importants et puis qui détiennent 55 % des parts du marché. Nous autres, chez nous, on les appelle le Big Five. On les voit à l'écran, c'est des bêtes féroces. Je vous le dis, des compétiteurs acharnés. On se bat contre eux toutes les semaines parce que notre business vient principalement de commandes qu'on gagne en appel d'offres dans des processus qui peuvent être aussi longs que 6 mois à 1 an. Donc, on se bat contre eux. Et puis, notre marché aussi compte des détaillants qui distribuent des produits d'outre-mer à bas prix. Nos clients le savent, évidemment, et puis ils nous demandent de personnaliser nos produits, de les offrir à bon prix. Puis, tantôt, quelqu'un parlait de fiabilité. Bien, effectivement, les délais et la fiabilité est super important pour eux. Dans ce contexte-là, Artopex n'a pas le choix. On se doit d'être innovant, puis on se doit de demeurer compétitif en investissant sans cesse dans nos entreprises. C'est ce qu'on fait. Plusieurs ont entendu parler la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt, Daniel Pelletier, président de l'entreprise, qui annonçait un investissement de 30 millions de dollars, principalement dans l'automatisation, pour propulser l'entreprise vers des nouveaux sommets. C'est les mots qu'il a utilisés. Organiser le financement de projets comme ceux-là, c'est assez complexe. Et puis, j'aimerais en profiter pour remercier des gens qui sont présents ici ou qui l'étaient. M. Pierre-Gabriel Côté, M. Côté,
d'Investissement Québec. Il y a les gens aussi de Développement économique Canada avec qui on a travaillé pour ficeler le financement de ce projet-là. Madame Anglade, qui était parmi nous un petit peu plus tôt, merci également à Madame Anglade pour son aide dans le projet, puis aussi à sa présence dans une de nos usines. Lors du lancement officiel. Les employés ont grandement apprécié ça, donc la stratégie du gouvernement est porteuse. On est fiers, M. Côté, que vous croyez en nous. Dans l'investissement de 30 millions qu'Artopex a fait, il y a un projet dont j'aimerais vous parler davantage. On rentre dans le vif du sujet. C'est un projet d'automatisation dans une de nos usines. Je vous montre un petit vidéo, et puis c'est la phase 1, déjà installée de ce projet-là. Après la vidéo, on se reparle. Hop, voilà, c'est parti. Voilà. Une image, ça vaut 1000 mots. C'est là où on va. C'est le chemin qu'on a décidé de prendre. C'est la phase 1 d'un projet qui en compte 5. Dans cette simulation que vous voyez maintenant à l'écran, c'est l'usine au complet, les 5 phases. C'est le projet à la fin. Cette simulation-là, ça a grandement influencé notre choix. On voit où comment la numération peut être utilisée. Le fournisseur d'équipement qu'on a choisi a validé sa proposition d'affaires, puis pour nous, ça diminuait énormément le risque. Présentement, on est à la phase 2 du projet. On a parlé beaucoup de l'Allemagne. La phase 1 est installée, on est dans la phase 2. Il y a 25 conteneurs d'équipement qui viennent d'Allemagne qui seront installés au cours des prochains mois. Dans 1 an, Artopex va posséder la seule usine de transformation de panneaux laminés qui vont fonctionner en lot unitaire et qui va être complètement automatisée en Amérique du Nord. C'est toute une innovation. Ouais. Chacune des pièces, une à la suite de l'autre, vont pouvoir être différentes en forme, en couleur, en épaisseur et en machinage. Ceci produit et lancé en production et contrôlé à partir d'ordinateurs qui pourront être dans l'usine ou dans les bureaux. C'est un pas de géant vers l'usine 4.0 chez Artopex. On est vraiment fiers de ça. La flexibilité manufacturière qui va découler de ce projet-là, c'est intimement lié pour nous à notre stratégie de développement des produits, puis aussi à notre stratégie pour conquérir des nouveaux marchés. Moi, j'ai personnellement démarré ce projet-là en 2014 suite à des voyages de veille technologique. Et puis, quand on va terminer le projet en juin 2019, ça va faire 5 ans que nos équipes travaillent acharnées sur le projet. À terme, on va avoir investi 22 millions de dollars, puis ceci seulement dans une de nos usines. On peut dire que ça prend pas mal d'audace pour être un manufacturier innovant. On ne le fait pas pour rien, par contre, parce qu'il y a des impacts super importants pour nous. Premièrement, c'est pour nos employés une police d'assurance. Eux autres, ils voient qu'on se positionne la compagnie pour demeurer compétitif. C'est aussi l'amélioration de leurs conditions de travail, moins de manutention, puis l'apprentissage, on en a parlé tantôt, l'apprentissage de nouvelles compétences qui sont à bien plus haut niveau. Pour Artopex, c'est l'accroissement de notre capacité de production de 75 %. C'est la réduction de notre cycle manufacturier de moitié, sans compter la forte progression de productivité. Mais encore là, il y a un impact encore plus important. Ce projet d'automatisation-là va nous permettre d'ouvrir d'autres opportunités d'innovation.
On est présentement en train de les entrevoir, on travaille dessus. Je vous laisse là-dessus. En conclusion, l'investissement qu'on a fait n'est que le début ou encore la continuité, parce que l'innovation manufacturière, c'est multiple et c'est sans fin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bergeron. Nous allons maintenant écouter l'allocution de Monsieur Yves Dandurand. Petit piton vert. Il y a 2 pitons verts. Adfas, c'est un fabricant de produits adhésifs, scellants et membranes liquides. On a un chiffre d'affaires de 50 millions, 92 employés, 3 usines, petites usines, 8 centres de distribution en Amérique, dont 3 aux États-Unis. Nous desservons 4 300 clients. Nos secteurs d'activité sont le manufacturier, la construction et le quincaillier. Oups. La proximité, c'est important pour nous. On veut avoir nos produits, notre support technique, service à clientèle près de nos clients. « 30 secondes par diapo. La personnalisation de nos produits est très importante. C'est un de nos avantages concurrentiels. Notre équipe de R&D adapte nos technologies aux besoins et applications des clients. La personnalisation, en même temps, est un défi pour la production. L'équipe de production doit constamment adapter nos équipements, nos processus de production. La personnalisation, ça entraîne une complexité. La complexité, c'est une réalité chez Adfas. 400 produits différents, provenant de 12 technologies. On les offre en 150 couleurs, on les emballe dans 100 contenants différents. On aime ça à misère. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un multidoseur qui vient de l'Allemagne qui permet de doser 12 matières différentes dans des contenants aussi petits que 300 ml à 25 unités par minute. Le début de 4.0 chez Adfas, en 2005, on a commencé à programmer des automates. On a mis en place un système de recettes automatique puis de transfert de matières premières automatique. En 2015, on fait la collecte de données en ligne sur la ligne de production. En 2016, on installe le BI, on analyse la performance de nos lignes, puis on enligne notre amélioration continue. L'intelligence, pour nous, c'est de faire communiquer les logiciels entre eux, particulièrement le ERP avec le système MES. On distribue les données aux machines et aux opérateurs. Maintenant, nous sommes dans la programmation d'algorithmes selon une logique de production. Nous voulons automatiser la planification de cédules de production sans intervention humaine. Notre 4.0, il est influencé, inspiré par le MESA. C'est une organisation internationale qui regroupe des manufacturiers comme nous, des concepteurs de logiciels, des penseurs, des leaders 4.0. Ils ont une vision holistique du 4.0. Ils veulent la communication de l'information dans les 3 niveaux importants, les 3 paliers. Stratégique, opération, puis l'usine. Vice-versa, de haut et en bas. Ils encouragent également un lean, mais un lean IT, des TI, fait appel aux technologies modernes. Impossible le 4.0 pour nous chez Adfas sans le réinvestissement. 60 de nos revenus nets sont réinvestis dans l'automatisation des processus d'affaires. 10 de notre budget de dépenses sur la R&D. 5 sur la formation des employés. C'est profitable le 4.0? Puis nous autres, oui. Depuis 2013, on a quadruplé notre profit net. Sans l'équipe, 4.0, c'est impossible.
C'est difficile d'engager l'engagement des employés. Si les salaires et les conditions de travail ne s'améliorent pas à la même vitesse que les gains qui viennent du 4.0, il faut une redistribution équitable de la richesse qui a été créée par le 4.0. Le 4.0, il demande une nouvelle vision, une nouvelle approche des dirigeants. Il n'y a pas juste une coupe de poche qui doit se remplir. Je ne peux pas garder sous silence les deux artisans du 4.0 chez Adfas. Moi, je suis juste le porte-parole. Je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus connaissant, je suis le moins gêné de la gang. Ils sont assis en arrière, Jean-François Lacombe, Cyril Hébert, des gars qui ont travaillé comme des fous depuis des années notre programme 4.0. Il n'y a rien de mieux que cette vidéo-là pour vous montrer ce qu'ils ont fait depuis quelques années. L'automatisation de tout notre processus manufacturier. Avec les statistiques en Allemagne, qu'on disait tantôt, on a tous nos processus automatisés jusqu'à 75 % et on finit la dernière portion. Comme vous voyez, ça, c'est notre usine de Salan à Ville-Saint-Laurent. Merci Investissement Québec. Merci à la Chambre de commerce pour nous donner cette opportunité-là de venir en avant, comme un monsieur a dit, nous sortir de notre zone de confort. Merci. Merci beaucoup, M. Dandurand. J'inviterai maintenant M. Alain Lemieux, président-directeur général de chez Epsila, à venir prendre la parole et inciterai les conférenciers suivants à utiliser ce lutrin-ci qui me semble plus stable que notre voisin. Donc, nos équipes vont s'affairer à lui donner un coup de pouce. Bonjour, merci de l'invitation. Epsilia, société technologique qui réalise des projets 4.0 qui aide le manufacturier innovant à se propulser. Je vais vous parler d'un dossier sur lequel on a été impliqué, qui est le dossier de Patates Dolbec. Le profil de l'entreprise familiale, 50 ans d'histoire. Le Québec est bâti d'ailleurs sur les entreprises familiales. Secteur de la pomme de terre, exportation là, aux États-Unis, et en Ontario, jusqu'à 15 % de leur production. Production 12 mois par année. La récolte, quand même, se fait une fois par année. Fait qu'il faut comprendre que vous allez voir pourquoi que le projet 4.0 est devenu absolument important pour eux. 125 employés. Les problématiques, un constat fait par Stéphane Dolbec et sa conjointe Josée Petitclerc en 2014. Usine désuète. Les normes sont très, très, très contraignantes, très, très, très rigoureuses. Clientèle exigeante. On parle de beaucoup plus de variétés. C'est présentement une vingtaine de variétés de patates ou de pommes de terre qui exécutent là-bas. Ils travaillent en R&D pour 50 autres variétés, mais on parle de produire quand même dans une production de masse. Des données captives. Quand on parle de données captives, beaucoup de monde travaille avec Excel, là, mais pour moi, Excel, ça devient quand même une donnée captive si nécessairement on n'est pas capable d'aller à un autre niveau. Et quand les data est justement trop dans la tête des individus, ça complexifie quand même l'exécution. Rareté de la main-d'œuvre, tout le monde en parle, c'est absolument. Ils le vivent aussi, ils sont à Saint-Hubal. Vous ferez grâce de ce que c'est nécessairement d'attirer des jeunes à Saint-Hubal, mais c'est pas évident. Tâches manuelles, routinières, dangereuses, difficiles à valoriser, c'est clair. Il y a des goulots d'étranglement partout, fait que l'organisation est quand même épuisée, puis se pose de grandes questions à savoir quel pourrait être leur avenir. La démarche, à partir du moment où on décide de faire quelque chose, l'élément clé, l'élément primaire quand même, le plus important, c'est de changer de mindset. Si on pense, Stéphane s'est fait montrer comment brosser des patates, comme son père lui en avait parlé dans le passé, mais il a dû faire un changement important dans sa tête à penser, à lui et son équipe, pour que ça puisse se faire. Il est allé s'inspirer ailleurs, comme plusieurs en ont parlé. Il est allé voir aussi à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Il s'est informé, c'est quoi le 4.0, parce que c'est pas évident. D'en parler, c'est une chose, de le conceptualiser puis de le réaliser, c'est un autre paire de manches. Vision du futur pour le 4.0, il a voulu justement de le mettre en lumière avec son équipe. Former l'équipe 4.0, c'est pas juste des gens de chez Dolbec. Il a dû s'entourer de partenaires. Je vais vous présenter une vidéo bientôt. Vous allez voir un peu l'énergie dans tout ça. Donc, c'est une équipe 4.0 très inclusive, très participative, avec les gens de Dolbec, avec des partenaires, même des clients et des fournisseurs dans tout ça. C'est avoir absolument l'agilité en tête.
On ne peut plus exécuter de la même façon. Chez Epsilé, on a pris notre modèle hiérarchique, puis on l'a foutu à la poubelle, et on travaille très différemment chez nous avec l'agilité. Mobiliser les troupes, parce qu'on ne peut pas passer au travers d'un projet comme ça nécessairement si les gens ne sont pas mobilisés. Les enjeux, revoir complètement le processus de production, l'agilité dans l'exécution, la traçabilité est un élément important, rotation des inventaires en fonction des dates d'expiration, entre autres, la prédictivité, intégration de systèmes, transfert de connaissances, financement. Le financement est absolument important dans tout le projet en tant que tel. Les technologies qui ont été mises en place là-bas, on parle d'une salle de contrôle. Vous allez le voir sur la vidéo, des personnes qui triaient des patates manuellement aujourd'hui opèrent dans des salles de contrôle avec des caméras. Puis quand ils collent la shot au niveau de l'exécution, c'est des navettes robotisées qui exécutent des choses. C'est pas mal plus motivant et intéressant de travailler comme ça. Caméras numériques, des scanners code à bord, il y a l'identification par radiofréquence. Vous allez voir des navettes robotisées, une matrice de coefficience de mouvement, parce qu'il y a quand même plus qu'une navette. Comment on arrive à créer une coefficience entre ces deux engins-là, mais ça prend une matrice de coefficience. Système d'exécution de la production, c'est clair. Des inventaires qu'on a à gérer, du data qui est généré, l'Internet des objets, parce qu'il y a différents systèmes. Puis si on veut éviter des goulots d'étranglement, des fois, il faut aller capturer le data et le faire parler pour exécuter peut-être d'une façon automatique des choses. Bien sûr, tout ça est connecté avec un système ERP. Je vous présente la vidéo en tant que telle, puis je vais conclure par la suite. Vous allez voir les gens de Dolbec en parler. Il y a quelqu'un tantôt qui l'a mentionné. Qui connaît mieux que son organisation que les gens de l'interne? Et je pense que c'est à eux d'en parler. Oups. Excusez, il faut que je revienne en arrière. Alors, pour continuer à croître comme entreprise, pour réussir à aller chercher de nouveaux clients et de suffire à la demande, on devait revoir notre procédé de fabrication pour être très, très flexible, pour être capable d'emballer une multitude de produits. La vieille usine n'était plus capable de le faire. C'est à ce moment-là qu'on a fait un petit peu le tour du monde pour voir qu'est-ce qui se faisait en entrepôt robotisé, puis on est allé avec cette technologie-là. On a basé tout ce projet-là sur un élément qui est le travail d'équipe. Le travail d'équipe des gens à l'interne ici, où on a impliqué nos employés, nos électromécaniciens. Mais la clé pour réussir a été le choix des bons partenaires. C'était vraiment important pour nous de trouver des entreprises du Québec, de réussir à former une belle usine en partenariat avec des fournisseurs du Québec. Les fournisseurs que nous avons choisis pour l'usine nous ont démontré vraiment qu'on pouvait lui faire confiance. Une des choses les plus importantes dans le projet, c'était de s'assurer que les patates ne se blessaient pas, ne se cognaient pas dans le procédé. Donc, on a intégré des façons de faire comme bouger les patates avec de l'eau et non pas avec des convoyeurs. Puis comme deuxième élément, on a opté pour des boîtes de plastique de 2000 livres avec des convoyeurs qui descendent dans le fond des boîtes pour déposer les patates. Donc ça, c'était un point clé de tout notre projet d'innovation. Il faut comprendre qu'il y a des équipements qui venaient de l'autre bout de la planète, la Nouvelle-Zélande, mais bien que les gens étaient loin, qu'il y avait une différence de langue, bien, toutes les semaines, on était par Skype à regarder comment l'ingénierie du projet se faisait. Moi, j'ai fait l'installation avec les gars de Nouvelle-Zélande et ils m'ont dit que c'était le plus gros contrat à vie. Les gars en ont installé un petit peu partout dans le monde et c'est les plus grosses machines qui ont jamais été installées. Donc, les plus grosses machines sont ici au Québec, chez Patate Dolbec à Saint-Hubert. Les patates sont lavées, sont acheminées, sont classées par des caméras à haute vitesse. Sont sélectionnées. Sont réfrigérées, sont ramenées du frigidaire, ils sont ensachés, palettisés, expédiés. Presque aucune manipulation. Fait que tout est conservé le plus frais possible et ça ne reste pas longtemps ici. Il
faut juste comprendre que nous, l'idée dans ce projet-là, c'était premièrement les gens qui travaillent dans l'usine. Comment on peut automatiser des tâches qui sont dangereuses, routinières ou qui amènent des blessures. Donc ça a été un des éléments. L'autre chose qu'on voulait vraiment, c'est d'avoir un flot de production qui était simple et continu et où tout ce qui pouvait être automatisé ou simplifié avec l'interaction de l'ordinateur soit intégré dans le projet pour que les opérateurs travaillent simplement avec les équipements. C'est ce qui nous a amené à mettre des puces RFID, des caméras, qu'il n'y ait personne sur la ligne de lavage qui suive la production, mais que ce soit dans une salle de contrôle par caméra, etc. Donc, ça a été ça l'esprit. Puis pour arriver à la fin et dire oui, on a une usine qui tend vers le 4.0. Une usine qui se parle comme ça, on sait de A à Z, en temps réel, qu'est-ce qui se passe dans l'usine. On est devant notre ordinateur, puis on est capable de voir, on est rendu avec tel produit, les ventes peuvent s'ajuster, il y a des demandes des ventes. Le bout de chemin qu'on vient de faire, là, c'est wow. Là. Je terminerai juste en vous parlant des impacts chez Patates Dolbec. On parle quand même de tripler le volume de 90 millions de livres de patates. On parle de 270 millions de livres de patates, toujours à 125 employés. Fait que c'est ça l'innover, faire du 4.0. Tout est connecté en temps réel, des clients satisfaits, moins de stress. Stéphane me souvient, me disait, Alain, c'est compliqué de faire des projets, puis on est souvent stressé, on ne dort pas le soir à la fin de semaine, puis il me dit, je veux faire de la moto cet été. T'sais. Fait qu'il est de plus en plus dans un élan comme ça, puis c'est le fun. Moins de problèmes, vous comprendrez, avec la santé, puis des problèmes de dos, etc. Ils ont des projets à venir, parce que c'est l'innovation, c'est ça, c'est de continuer. Un robot planificateur, gestion des normes, traçabilité, avec la généalogie, des tableaux de bord, etc. Fait que c'est ce que je voulais vous présenter, le dossier de Patates Dolbec. Merci. Merci, Monsieur Lemieux. J'invite maintenant Ms. Jennifer Sewell. Hello, my name is Bonjour, je m'appelle Jennifer Sewell et je suis ici pour vous parler comment on peut monétiser vos données qui viennent de l'équipement de l'Internet des objets. Nous, on a beaucoup de passion pour ceci chez Monubo. Comment est-ce qu'on peut extraire de l'intelligence, de la valeur pour votre entreprise de la part des données qui viennent de votre équipement? Et là, je parle de créer des nouveaux services autour des biens et monétiser ces services et vous aider avec vos prises de décision. Donc, le secteur manufacturier est en train de passer par une période de transformation. Et je pense que c'est important de souligner que l'âge moyen d'une compagnie d'équipement manufacturier, c'est 75 ans, mais pour une compagnie de logiciels, ça date d'il y a 15 ans. Donc, cette dichotomie, c'est la racine de ce défi parce qu'on demande à des manufacturiers d'équipements établis d'adopter des technologies qui sont fort inconnues. Mais en plus, ils ont besoin d'avoir une bien compréhension de ce produit. Donc, il y a un écart au niveau des générations qui existe aussi. Donc, l'Internet des objets, c'est vraiment basé sur des technologies. On a besoin d'avoir cette expertise, cette compréhension approfondie. Et avec cette dichotomie, on a une compagnie qui date d'il y a 75 ans et puis une autre technologie basée sur le logiciel qui date d'il y a 15 ans. Donc, c'est plus difficile à se différencier, être compétitif et d'innover et même survivre sur ce marché. C'est pas assez juste d'être en fait dans le secteur de manufacturier. Moi, j'aime bien prendre l'approche de l'effet nid. Donc, aujourd'hui, chaque manufacturier de thermostat a en fait une offre connectée de leur solution parce que la connectivité, ça les différencie plus. C'est juste une tactique de survie. Mais le fait que quelqu'un de l'extérieur a dû arriver dans l'industrie pour perturber ceci et amener de l'innovation montre que c'est très difficile pour les manufacturiers d'équipements de faire de l'innovation tout seul. On a besoin d'avoir une approche basée sur la collaboration parce que ce logiciel qui date d'il y a 15 ans n'a pas l'expertise de domaine de la compagnie qui date d'il y a 75 ans dans le secteur manufacturier. Mais cette compagnie manufacturière n'a pas nécessairement l'expertise pour utiliser, exploiter des outils
logiciels, ils ont l'accès à ces technologies, mais ils n'ont pas l'expertise pour les utiliser à l'interne. En fait, ils ont besoin de collaborer. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est vrai, il y a certaines compagnies qui ont déjà des technologies de 4.0, mais l'industrie n'est pas encore prête pour, c'est bien pleinement automatisé, parce qu'on a toujours du mal au niveau de comment comprendre ceci. Il y a la question de la visibilité, comment mesurer tout ceci. Et puis, finalement, ce chemin mène vers l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, on a du mal juste avec la collecte des données. Donc, on n'a pas besoin de plus d'outils, mais on a besoin d'avoir plus de collaboration et de penser d'une façon fort originale. Je fais une comparaison souvent entre IKEA et Home Depot. Ce qu'on fait dans notre compagnie, dans notre espace, c'est en fait d'être l'IKEA pour l'intelligence artificielle et les solutions basées sur l'apprentissage par machine, où on peut avoir des idées qui viennent de la boîte, tandis qu'Amazon et les Microsoft sur le marché sont dans l'espace Home Depot. Parce qu'en fait, ils présument que cette compagnie manufacturière a déjà l'expertise pour construire et mettre en œuvre ces outils à l'interne. Donc, c'est là où Monubo peut jouer un rôle important. On a travaillé avec des douzaines de manufacturiers et ils ont utilisé plus que 120 types de produits sur notre plateforme. Comme ça, on peut développer l'expertise pour créer des algorithmes qui vont transformer les données crues sur les produits dans des réflexions, des compréhensions d'affaires qu'on peut monétiser. Donc, on permet aux manufacturiers d'éviter cette question je suis déjà connecté et maintenant quoi? Et c'est important de se rendre compte d'une chose. Avant de commencer d'investir dans les solutions d'Internet des objets, il faut déjà penser aux données. Donc, notre solution se base sur tout le cycle de vie de votre produit, si c'est dans les bêtas ou dans le développement précoce ou dans la croissance ou dans les phases des générations futures. Parce que la réalité, c'est déjà, vous êtes en train de vous investir dans l'industrie 4.0 et vous ne pensez pas aux données. Déjà, vous êtes en train de tomber en arrière. Vous êtes en décalage. J'aime bien citer un de nos clients, Johnson Controls Attaché. C'est vraiment très puissant dans cet espace HVAC. Ils se sont concentrés sur le côté mécanique et aussi la propriété intellectuelle se base du côté mécanique. Et ils utilisaient les distributeurs pour vendre leurs produits. Et le matériel, c'était leur source de revenus. Il y avait quelques pièces détachées, mais c'était à peu près tout. Mais maintenant, leur chef leur disait il faut être numérique, il faut continuer avec l'innovation. On doit devenir des manufacturiers intelligents. Donc, ils ont lancé en fait une ligne de produits connectés où il y a des contrôles à distance avec une application mobile. Mais globalement, la compagnie a du mal à comprendre qui et quoi va gérer à toutes ces données liées à leurs biens. Et ce n'est pas un problème qui est juste limité à Johnson Controls Attaché, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans l'industrie parce que souvent on minimise l'Internet des objets à juste des applications mobiles interconnectées. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus qui va arriver sur le marché. Donc, les compagnies telles que Johnson travaillent avec nous. Ils utilisent la connectivité des applications mobiles comme un moyen pour extraire les données de la part de leurs biens, mais ils utilisent aussi l'approche analytique pour dériver une certaine intelligence de la part de ces données. Et cette intelligence peut être partagée à travers toute la chaîne de valeur. Donc, si on regarde les réseaux sociaux et l'Internet des objets, c'est clair que l'industrie 4.0, c'est le meneur pour cette prochaine révolution. Il y a tellement de biens qui sont interconnectés, il y a tant de données qui sont générées, il y a tant de renseignements qu'on peut acquérir de ceci. Il y a beaucoup d'industries qui peuvent se construire autour de ceci. Donc, l'Internet des objets, c'est vraiment le meneur de notre prochaine révolution industrielle. Et l'apprentissage par machine et l'intelligence, ça va continuer à être des outils importants pour extraire de la valeur des données. Mais c'est surtout ceux qui vont pouvoir monétiser ces données, construire des services basés sur ces données qui vont être des vrais gagnants. Donc, l'IoT, ça va pas juste être une question de combien de biens connectés on possède, mais plutôt l'intelligence qu'on peut extraire de ces actifs interconnectés. Merci beaucoup. Merci, Miss Well. Pour poursuivre, j'invite messieurs Eve et Antoine Proto à monter sur scène.
L'an dernier, j'étais assis dans une de ces chaises dans un panel, puis il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, qu'est-ce qu'on devait faire au niveau de l'embauche? J'avais dit, dans le temps, il faut engager des jeunes. J'ai dit, engager juste des jeunes, c'est ça qu'on a besoin. Donc, aujourd'hui, mais l'affaire, je suis un vieux. Donc, aujourd'hui, avec Antoine, à travers quelques tableaux, on va vous parler un petit peu de l'interaction qu'il y a présentement chez APN entre les jeunes et les vieux. Donc, ce premier concept-là, il n'est pas nécessairement propre à une génération, mais c'est plutôt la dynamique dans laquelle ça s'est déroulé chez APN qui est intéressante. Donc, quand je suis revenu chez APN, je me suis assis avec Yves et on a discuté un peu, savoir qu'est-ce que je pourrais faire chez APN, quel pourrait être mon rôle. Et moi, je lui ai dit, bien, en fait, j'aimerais apporter les concepts d'intelligence artificielle chez APN. J'aimerais faire des projets en apprentissage machine parce que je crois que ça peut marquer un tournant dans la manière qu'on travaille, mais surtout apporter beaucoup de possibilités pour APN. Mais il me dit à la fin, as-tu pensé à la donnée? Donc, la donnée, ça fait 30 ans que je travaille dans la décision. Ça fait 30 ans que je me bats avec la donnée. Donc, j'ai expliqué à Antoine qu'il fallait qu'on prenne soin de notre donnée, qu'on la caresse, notre donnée, qu'on l'utilise, notre donnée, pour être capable de soutirer tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Ensuite, notre génération, elle est née dans la technologie. Donc, on a vu beaucoup de technologies arriver, mais on a surtout vu la vitesse s'accentuer, le rythme s'accélérer. Donc, on est devenu une génération de early adopters. On adopte rapidement les technologies et on les intègre facilement dans nos vies sans trop de résistance au changement. Donc, même chez APN, notre génération permet de faire une veille technologique constante, mais aussi d'apporter une nouvelle vision plus technologique à l'entreprise. Mais quand on propose ce genre de projet-là, Yves nous revient souvent avec le concept de l'implantation. Donc, les idées chez APN, ce n'est pas ce qui manque. Ça déborde. Vous venez nous rencontrer, faire un exercice de brainstorming. Les idées, il y en a, il y en a, il y en a. Le problème qu'on a, c'est des implantés. Donc, les problèmes que les jeunes, qu'il faut que je travaille avec les jeunes, c'est de leur dire, ce qui est le plus beau, c'est pas l'idée, ce qui est le plus beau, c'est l'idée qui est implantée. Donc, moi, quand j'avais vu cette image-là de SpaceX, quand j'ai vu les deux fusées arriver, atterrir une à côté de l'autre, pour moi, c'est ça le succès. Le succès, c'était pas l'idée des envoyer en l'air, mais c'était la réalisation que lorsqu'ils ont atterri ensemble. Donc, l'importance de l'implantation. Troisièmement, ici, c'est l'Université de Montréal, mais l'idée, c'est plus au niveau des établissements d'enseignement supérieur. De par leur nature, la nature de leurs travaux techniques, les travaux de recherche fondamentaux qu'ils font, ce qu'on dit souvent, c'est un peu eux qui dressent la ligne du possible. Ils disent un peu qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, pour une entreprise, c'est excessivement important de se tenir près de ces universités, de ces cégeps, de ces institutions-là, pour être à l'avant-garde des nouveaux produits, des nouvelles technologies, des nouveaux développements, des nouveaux concepts, pour se diversifier. Sauf que, comment une entreprise fait pour rester proche? Bien, ça peut passer par l'embauche, par exemple, de stagiaires ou de jeunes diplômés qui vont pouvoir apporter leur réseau académique à l'entreprise, alors que des organismes vont surtout apporter le réseau d'affaires. Donc, nous, comme entrepreneurs, ce qui est important, c'est de se connecter avec ces universités-là. Donc, on est comme deux grandes solitudes. Okay? Les universités nous trouvent des fois trop arriérés, puis nous autres, on les trouve un petit peu trop flyés. Donc, il faut travailler à se parler, travailler à s'obliger à s'intégrer, à s'unir ensemble. Donc, chez APN, il y a l'obligation d'engager des stagiaires de tous les niveaux, baccalauréat, maîtrise, doctorat. On a l'obligation de travailler avec les universités. On travaille avec Laval, on travaille avec l'ETS, on travaille avec la Polytechnique. Donc, il faut qu'on s'intègre pour aller chercher le meilleur de nous autres. Puis, il faut travailler à faire comme des universités, travailler avec comme ce qui se fait aux États-Unis, au MIT, à Stanford, où ils ont créé des géants. Donc, nous, ici, il faut améliorer cette relation-là qu'on a avec les universités. Ensuite, on dit souvent que les jeunes diplômés, les stagiaires, leur manque d'expérience fait qu'ils ne sont pas assez up and running en entreprise assez vite. Sauf que ce désavantage-là, en fait, on peut le tourner à l'avantage de l'entreprise, dans le sens où
Justement, ce manque d'expérience-là fait qu'ils ne sont pas biaisés. Ils vont pouvoir apporter à l'entreprise un regard nouveau, une nouvelle façon de voir et peut-être réussir à voir des situations ou déceler des problèmes que la direction peut-être ne pouvait pas voir parce qu'ils étaient un peu pris dans leur train-train routinier. Donc, si on leur permet de communiquer cette information-là à la direction, bien, peut-être qu'on peut aider à faire changer certains paradigmes à la direction. Donc, moi, ce que ça m'a aidé, c'est de me faire choquer, me faire brasser. Donc, souvent, on est bien dans ses vieux souliers, on est bien dans ses vieilles habitudes. On pense que la recette qu'on a inventée il y a 30 ans est toujours la bonne. Donc, en étant en contact avec les jeunes, en étant des fois en confrontation, aujourd'hui avec les organisations plus matricielles où ce que le jeune qui vient de rentrer peut provoquer le président, ça nous donne une énergie. Ça nous donne l'énergie de créer, ça nous donne l'énergie de réaliser ce qu'on ne sera pas capable de faire seul. Donc, ça nous remet en réseau avec ces jeunes-là. Par contre, ce manque d'expérience-là, des fois, ça peut apporter un désavantage. C'est quelque chose qui m'arrive des fois. Donc, on va être face à une situation, à un problème, on va se dire comment on peut l'attaquer, peut-être avec cette solution-là. Sauf que tout à coup, on peut se mettre à douter, à se dire est-ce que c'est le bon projet, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que je la porte à mon patron, est-ce que je suis pas en train de me tirer dans le pied, ça va être trop complexe, trop cher. Puis on se met peut-être à abandonner l'idée ou à laisser tomber le projet. Alors que, en fait, notre manque d'expérience peut nous faire douter de nos capacités, alors que des dirigeants comme Yves, qui ont une longue carrière, une grande expérience, sont plus en confiance de leurs capacités et leur aptitude. Donc, la réalité, c'est que l'expérience, c'est la somme des malheurs qu'on a eus, c'est la somme des difficultés, c'est la somme de nos échecs. Donc, les jeunes, un des problèmes des jeunes qui est pas vraiment un problème, mais ils n'ont pas vécu de récession. Donc, ils n'ont pas vécu, ce sont, comme chez APN, ce sont à peu près jamais cherché de job. Donc, ils sont tous engagés avant de finir l'école. Donc, cette notion-là de malheur, souffrance, ils l'ont moins vécu. Moi, souvent, je vais leur rappeler qu'il y a déjà eu des récessions. Okay? Ça existe. Qu'il y a eu des crises financières en 87, en 2008. Mais que même si on a des petits problèmes aujourd'hui, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Il y a l'espoir, il y a la réussite possible. Tout ce qu'il faut mettre, c'est de l'énergie. Tout ce qu'il faut mettre, c'est le travail, puis la confiance. Puis avec ça, les jeunes repartent, puis nous permettent d'avoir les succès. Ensuite, quand on sort de l'école, en fait, on s'est fait former avec la théorie. On nous a montré dans telle ou telle situation comment appliquer la théorie, quelles sont les meilleures pratiques à adopter en entreprise. Sauf que quand on sort de l'école, on se dit en fait, c'est le gros bon sens, ça doit être la norme dans toutes les entreprises. Pas toujours. J'ai fait par expérience un projet de recherche avec une entreprise qui était d'envergure internationale. Et je me suis dit, entreprise internationale doit avoir des logiciels à la fine pointe de la technologie, des processus standardisés, bien canés. Ça va être facile d'aller chercher l'information pour faire le projet. Alors que quand je suis arrivé, j'aurais encore des processus avec du papier et des crayons. Donc, le constat, en fait, c'est que des fois, dans les entreprises, il faut gérer un peu avec les moyens du bord. Donc, la réalité de nos entreprises, souvent, ça ressemble à ça. Donc, le désordre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des jeunes pour nous aider. Je me souviens quand moi-même, quand j'ai fini ma maîtrise, je croyais que tout avait été inventé, tout avait été réglé, tout avait été organisé. Donc, quand j'avais eu ma première expérience, j'avais eu le choc de voir comment c'était une entreprise qui était cotée sur la bourse, qui avait des chiffres d'affaires de plus de 50 millions, pouvait être désorganisée. Donc, on a besoin de vous, les jeunes, pour nous aider à mieux nous organiser. Puis nous, les vieux, il faut les écouter parce que ce qu'ils apprennent à l'école, c'est bien. Puis il faut leur donner les défis, il faut leur donner la liberté, il faut leur donner l'énergie pour nous aider à transformer nos entreprises puis les amener plus loin. Les amener, aujourd'hui, on parle de 4.0, mais des fois, il faut les amener à 3.0 pour qu'ils deviennent un jour 4.0. Ensuite, quand on sort de l'école, en fait, on est plein d'ambition, on veut changer le monde, on veut révolutionner les choses, sauf qu'on est un peu tout seul
dans notre coin, on n'a pas nécessairement les moyens de nos ambitions. Donc, pour moi, on est face à deux options. Soit qu'on se dit qu'on est fier, on décide de tracer notre voie dans cette direction-là et on commence à zéro. Ou, ben, deuxième option, si on a la chance d'avoir des parents, des amis, des collègues qui ont des réseaux d'affaires très étendus, ben, c'est peut-être peut-être piler un peu sur notre orgueil et se dire, en fait, on pourrait collaborer avec eux pour s'en servir comme un tremplin un peu, pour se donner le moyen de nos ambitions. Puis l'idée ici, c'est que ben, j'ai choisi un peu l'option numéro 2. Puis grâce à Yves, à APN, ben, je suis capable d'être ici aujourd'hui et de pouvoir discuter avec vous. Donc, merci. Donc, c'est ce que j'avais proposé dans le temps à Antoine, ce que j'avais proposé à ma fille Catherine, mais ce que j'ai proposé aussi avec une dizaine d'autres de nos employés qui sont actionnaires dans l'entreprise. Donc, c'est le fun. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais il y a l'intrapreneuriat. Donc, on peut être entrepreneur aussi dans une entreprise. Donc, nous, on a un réseau de contacts. Nous, on a une expérience. On a déjà des chemins qui sont déjà faits. Donc, ce que j'avais expliqué à un moment donné, moi, j'avais ma fille Catherine qui était elle voulait, elle, faire sa propre histoire de zéro. J'avais dit à Catherine, tu as le choix dans la vie. Tu peux commencer à 0, mettons, ou à 1. Puis si cette année, tu t'améliores de 20 %, tu vas te rendre à 1,2. Mais je te donne la chance de commencer à 100. Puis si tu t'améliores de 20 % cette année, tu vas te ramasser avec 120. Donc, tu as le choix d'avoir un 0,2 ou un 20. Quel choisis-tu? Bien, Catherine, elle a choisi de partir un peu plus haut pour aller plus loin. Parce que c'est ce qu'on est capable de faire comme entrepreneur, de donner notre réseau. Permettre à Antoine d'être ici cette semaine, mais lundi prochain, ça va être Catherine qui va être avec les gens du CRIC pour une présentation au Salon Technologie à Montréal. Vous savez, Stéphane qui était en Allemagne avec nous autres pour présenter. Donc, donner cette capacité-là, ces outils-là à nos jeunes pour devenir plus forts, plus vite. Donc, ça complète notre présentation. Donc, l'idée, c'était que dans le 4.0, on parle beaucoup de réseau entre les machines. Donc, Internet of Things, il faut connecter les machines entre eux. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste le réseau entre les machines, mais c'est le réseau aussi entre les humains. Puis, c'est le réseau entre les humains qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Parce que c'est encore les humains qui font fonctionner les machines. J'ai fait une présentation cette semaine avec des gens de la BDC. Puis à un moment donné, quand je leur expliquais toute notre organisation, comment c'était structuré, la personne a commencé à avoir peur. Mais ensuite de ça, quand on parlait de la souplesse de l'organisation, là, elle est venue heureuse. Donc, il faut aussi qu'on travaille ce réseau-là entre les humains pour nous permettre d'être encore plus forts. C'est une des recettes de APN. Merci. Merci.